Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 18 novembre. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, souligne l'introduction par l'Algérie d'un amendement d'une extrême importance au projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le plan de paix pour Gaza, visant à permettre au peuple palestinien d'établir son État indépendant et souverain. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune reçoit à Alger le président du Comité international des Jeux méditerranéens, David Tizzano, et la délégation l'accompagnant. Abdelmadjid Tebboune, désormais décoré de la plus haute distinction de l'ordre du mérite du mouvement sportif méditerranéen par le Comité international des Jeux méditerranéens. Et puis coopération algéro-vietnamienne, le Premier ministre algérien Séfi Gharieb accueille à Alger son homologue vietnamien Pham Minh Chinh en visite officielle à Alger jusqu'à jeudi prochain. Bonsoir à tous. Le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a indiqué ce mardi en conférence de presse que l'Algérie était parvenue, lors des négociations sur le projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le plan de paix pour Gaza, à y introduire un amendement d'une extrême importance visant à permettre au peuple palestinien d'établir son État indépendant et souverain. الذي اعتمدناه للتو فهو يرمي إلى تنفيذ الخطة الشاملة التي سيدي الرئيس تمكنت الجزائر خلال المفاوضات من إدخال تعديل بالغ الأهمية. L'Algérie est parvenue, durant les négociations, à introduire un amendement d'une extrême importance à cette résolution. Un amendement qui stipule que l'objectif final de cette résolution est de réunir les conditions favorables pour ouvrir la perspective d'une solution politique au conflit israélo-palestinien et permettre ainsi au peuple palestinien d'établir son État indépendant et souverain. وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة والسيدة. Et selon l'agence de presse algérienne APS, certaines parties internes se sentent aujourd'hui élevées contre la diplomatie algérienne, critiquant la position que le pays a adoptée face à la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à la question palestinienne en général et à la situation humanitaire et sécuritaire dans la bande de Gaza en particulier. Une telle sortie qui manque dans sa forme comme dans son contenu des bases objectives les plus élémentaires, pour ne pas dire du minimum de connaissances et de compréhension des mécanismes de l'action diplomatique, révèle devant l'opinion publique nationale pleinement consciente de la constance du soutien algérien du peuple palestinien à sa juste cause, la véritable nature des arrière-pensées et des desseins de ses partis. Et pour rappel, l'Algérie, qui a voté en faveur du plan de paix pour Gaza, a souligné que la résolution adoptée par le Conseil de sécurité permettait le déploiement d'une force internationale de stabilisation à Gaza, ce qui est un élément majeur pour la paix. En place de la force internationale de stabilisation est un élément majeur. Nous pensons que, comme mandaté, tout d'abord, la force fournira la protection aux Palestiniens civils et permettra le retrait complet des forces israéliennes d'occupation pour se retirer de la bande de Gaza. L'Algérie, enfin, a décidé de voter en faveur de ce texte. Un texte dont nous soutenons l'objectif principal, à savoir le maintien du cessez-le-feu et la création des conditions permettant au peuple palestinien d'exercer leur droit inaliénable à l'autodétermination et au fait d'avoir un État.
Au volet humanitaire, les responsables des agences humanitaires travaillent sans relâche pour aider notamment les enfants de Gaza. L'UNICEF a mis en garde contre les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles ils vivent, soulignant que près d'1 million d'enfants à Gaza avaient besoin de services de santé mentale en raison des souffrances subies par 2 années de guerre génocidaire. L'essentiel aujourd'hui est de comprendre que même si le cessez-le-feu a apporté un certain soulagement avec l'arrêt des bombardements, les enfants continuent de vivre dans les conditions extrêmement difficiles. Ma dernière visite dans la bande de Gaza remonte à juin dernier. Le niveau de destruction et le traumatisme psychologique chez les enfants y était immense. L'UNICEF estime leur nombre à 1 million, ce qui signifie que tous les enfants de Gaza ont aujourd'hui besoin d'un soutien psychologique et social. Autre défi de taille pour les enfants palestiniens, retourner aux bancs d'école détruits par la plupart après 2 années de guerre génocidaire durant lesquelles plus de 630 000 enfants ont été privés. Le point avec Neylaït Hamouda. Le système éducatif de Gaza paralysé durant 2 ans de génocide sioniste. Les écoles qui restent encore debout tentent d'accueillir un nombre important d'élèves. Ici, à l'école archéologique d'Al-Kamilia, les étudiantes sont ravies de reprendre les cours, même si les conditions restent difficiles. L'école est située en plein centre-ville et désert, 4 quartiers, At-Toufah, Al-Zaytouna, Shoujaïa et Ad-Daraj. Ces quartiers densément peuplés comptent un grand nombre d'habitants, ce qui explique le nombre très élevé d'élèves souhaitant s'y inscrire. Cependant, la capacité de l'école est limitée. Nous ne pouvons pas satisfaire toutes les demandes des parents, faute de place. Avec des bâtiments complètement détruits, les cours se déroulent sous des tentes fournies par les Nations Unies à quelques mètres des ruines de leurs anciennes écoles. Pour beaucoup, le génocide sioniste a déjà effacé 2 années d'apprentissage. Pendant les 2 années de guerre, mes enfants n'ont fréquenté aucune école, car j'avais peur pour eux partout. Il y avait des bombardements, la peur et la terreur, et je leur dispensais les cours à la maison. Selon l'UNICEF, plus de 630 000 enfants palestiniens n'ont pas été scolarisés durant le génocide. L'accord de cessez-le-feu, maintes fois violé par l'occupant sioniste, a pourtant relancé des tentatives de réouverture d'écoles improvisées. Mais l'ampleur des destructions laisse des générations entières sans salle de classe. Cette agression a dévasté tous les aspects de la vie et le système éducatif ne fait pas exception. Avant l'agression et les destructions, la bande de Gaza comptait plus de 596 établissements scolaires appartenant au ministère de l'Éducation, à l'UNRWA et à des écoles privées. Ces bâtiments ont été partiellement et gravement ou totalement détruits. Dans de nombreuses écoles, chaque salle est devenue un lieu de survie. Des familles entières y vivent, faute d'alternatives. Posez-leur n'importe quelle question. Ils ont tout oublié. La vie s'est résumée à la peur, aux corvées, au bombardement et à la destruction. Nous avons trouvé refuge dans cette école car il n'y a nulle part ailleurs où aller. Trouvez-moi un endroit où m'installer et je quitterai l'école. Mais tant que je n'ai pas d'endroit où m'abriter, je resterai ici. Entre les ruines et les tentes, une génération entière tente de retrouver son enfance et son avenir. Dans Gaza dévastée, la reconstruction du système éducatif reste un défi colossal et urgent. Dans l'actualité aussi, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, a dénoncé une nouvelle fois la poursuite des attaques des forces de l'entité sioniste contre ses membres dans le sud du pays, soulignant que ces attaques constituaient une violation flagrante des résolutions onusiennes. Pour rappel, dimanche dernier, les forces sionistes ont tiré sur des soldats de la paix de la FINUL à partir d'un char situé près d'une position établie par l'entité sioniste en territoire libanais.
Le dimanche 16 novembre au matin, des casques bleus effectuaient une patrouille à pied. Cette patrouille avait été planifiée et les armées libanaises et israéliennes avaient été informées de nos activités à proximité de la ligne bleue. Car il s'agit de zones sensibles, la patrouille a essuyé des tirs et des balles ont touché le sol à environ 5 mètres de l'endroit où se trouvaient les casques bleus. Toute attaque contre les casques bleus est inacceptable. Elle met en péril la stabilité que le Liban et Israël se sont engagés à reconstruire et empêche les casques bleus de mener à bien leur mission de rétablissement et de stabilité le long de la ligne bleue et dans la région. Je vous disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi le président du comité international des Jeux méditerranéens, David Tizano, et la délégation l'accompagnant, composée notamment de Mahrez Boussiane, premier secrétaire adjoint du comité, de ce comité international donc, des Jeux méditerranéens. Ce dernier a salué notamment la position de l'Algérie en faveur et en soutenant les sports méditerranéens. Je vous le disais également en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été décoré de la plus haute distinction de l'ordre du mérite du mouvement sportif méditerranéen par le Comité international des Jeux méditerranéens. Cette distinction a été décernée au président algérien en reconnaissance de l'excellente organisation des manifestations sportives internationales accueillies par l'Algérie sous sa direction et conformément à ses orientations ainsi que sa politique visant à encourager les athlètes et le mouvement sportif en général, de l'élite aux clubs, écoles et universités. Je vous en parlais également en titre. Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh est arrivé ce mardi à Alger pour une visite officielle qui se poursuivra jusqu'à jeudi prochain. À son arrivée à l'aéroport international Houari Boumedienne, le Premier ministre vietnamien a été accueilli par son homologue algérien Séfir Rieb, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et le Vietnam, ainsi que la promotion du partenariat bilatéral dans les différents domaines d'intérêt commun. Et puisqu'on parle de la coopération algéro-vietnamienne, sachez que les travaux de la 13e session de la commission mixte algéro-vietnamienne ont pris fin à Alger, avec une entente des deux parties sur la signature d'un ensemble d'accords dans plusieurs secteurs. Retour à présent à la conférence de presse animée ce matin à Alger par le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf, où de nombreuses questions internationales ont été évoquées, notamment le dossier du Sahara occidental. À ce sujet, Attaf a indiqué que le Conseil de sécurité n'avait pas adopté les thèses marocaines concernant la question sahraoui, soulignant que le dossier n'était pas clos et restait soumis aux Nations Unies. بناء على هذه المعطيات ومن منطلق المسؤوليات الملقاة على عاتقها. En s'appuyant sur ces données et à partir des responsabilités qui pèsent sur elle en tant que pays voisin, entre deux parties belligérantes, l'Algérie ne ménagera certainement aucun effort pour apporter son soutien à toute initiative de médiation entre les parties en conflit, à condition que cette initiative s'inscrive dans un cadre onusien, qu'elle obéisse dans sa forme et dans son fond aux constantes de la solution durable et définitive de la question sahraoui. Au sujet du règlement de la crise au Mali, Ahmed Attaf a indiqué que cela passait par les voies pacifiques et politiques inclusives, soulignant que l'Algérie avait toujours été l'un des plus fervents défenseurs de l'unité de l'État du Mali.
Cette inquiétude n'est pas seulement due au fait que l'État du Mali se trouve dans notre voisinage immédiat, mais elle découle aussi de l'engagement historique de l'Algérie à se tenir aux côtés de ce pays dans toutes les épreuves et crises qu'il a traversées depuis son indépendance. L'Algérie a toujours été et demeure encore aujourd'hui l'un des plus fervents défenseurs et promoteurs de l'unité de l'État du Mali avec son territoire, son peuple et ses institutions. Dans l'actualité également, la Chine et l'Allemagne ont convenu de renforcer leurs liens commerciaux et mettre un terme à plusieurs mois de tensions commerciales entre la deuxième et la troisième économie mondiale. Cela est intervenu à l'issue de la première visite en Chine d'un ministre du gouvernement du chancelier Friedrich Merz. Actuellement, le monde change de plus en plus rapidement, tandis que la situation internationale devient de plus en plus chaotique. En tant que deuxième et troisième économie mondiale aujourd'hui, l'importance stratégique et globale des relations sino-allemandes est plus marquante. Le développement de relations sino-allemandes saines et stables est dans l'intérêt des deux pays et dans l'attente de toutes les parties. La Chine est prête à travailler avec l'Allemagne pour renforcer la compréhension et la confiance mutuelle par le dialogue et pour obtenir des résultats bénéfiques et gagnant-gagnant dans la coopération. Grâce à la stabilité des relations sino-allemandes, plus de certitude et de positivité sont injectées dans un monde turbulent. En raison de la montée rapide de la Chine, les entreprises chinoises sont désormais de sérieux concurrents pour les entreprises allemandes dans de nombreux secteurs. Nos entreprises ont depuis longtemps adopté cette concurrence, mais je tiens à souligner ici qu'elle doit se dérouler dans des conditions équitables. C'est pourquoi il est important pour moi, lors de nos discussions, de travailler pour un accès mutuel au marché, y compris les marchés financiers et des conditions cadres fiables. Un traitement équitable signifie aussi qu'il y a un accès fiable aux matières premières essentielles, que les surcapacités sont réduites. Et oui, nous devons discuter entre nous de ces questions. Et concernant cette fois les relations sino-russes, le président russe Vladimir Poutine a salué ce mardi l'extension d'un an de l'exemption de visa au profit des ressortissants russes, leur permettant de séjourner en Chine jusqu'à 30 jours. C'était en recevant au Kremlin le Premier ministre chinois Li Qiang. Les représentants russes ne participeront pas aux pourparlers sur l'Ukraine prévus demain en Turquie, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, qui a en revanche précisé que le président russe Vladimir Poutine était ouvert à des discussions avec les États-Unis et la Turquie sur les résultats des pourparlers. Il n'y aura pas de représentants russes en Turquie demain. Pour l'instant, ces contacts ont lieu sans la participation russe. Nous attendrons des informations sur ce qui sera réellement discuté à Istanbul. Non, nous n'avons encore reçu aucune information de Kiev. Apparemment, Zelensky fera référence aux réunions qui auront lieu demain à Istanbul. Ce sont les réunions de Zelensky avec nos amis turcs qui seront probablement rejoints par Witkoff. Nous attendrons les résultats de ces discussions. La Russie reste ouverte au processus de négociation. Notre position est bien connue. Elle est bien connue à Washington, elle est bien connue à Istanbul et elle est bien connue à Kiev. Et la Russie a annoncé que ses forces armées avaient frappé 142 zones en Ukraine au moment où ce pays annonçait avoir abattu des drones russes. Moscou a indiqué avoir visé des installations de carburant et d'énergie, des infrastructures ferroviaires, des sites de stockage de drones à longue portée ainsi que des emplacements utilisés par les troupes ukrainiennes et les mercenaires étrangers.
Oui au dialogue, non à la guerre. Ce sont là les mots adressés par Nicolas Maduro à Donald Trump en pleine crise entre Caracas et Washington. Le président américain qui s'est dit prêt à discuter avec son homologue vénézuélien. Détail avec Safouane Bensabri. Peace. Yes. War. Non. Nicolas Maduro et Donald Trump pourraient se rencontrer. C'est une éventualité que les deux présidents n'écartent pas. La porte du dialogue a d'abord été entrouverte par le président américain qui, lors d'une conférence à la Maison-Blanche, s'est dit prêt à un moment donné à parler à Maduro. Écoutez, Nicolas Maduro a causé d'énormes dégâts à notre pays, principalement à cause de la drogue, mais aussi parce que nous avons ce problème avec d'autres pays également. Mais plus que tout autre pays, la libération de prisonniers dans notre pays a été un désastre. Il a vidé ses prisons, d'autres l'ont fait aussi. Il n'a pas été bon pour les États-Unis. Nous verrons donc ce qui se passera. À un moment donné, je vais lui parler. Nicolas Maduro lui a répondu en restant sur une ligne politique adoptée de longue date, à savoir le refus de toute confrontation armée, tout en privilégiant le face-à-face diplomatique. Nous réaffirmons que seule la diplomatie permet aux pays libres et aux gouvernements de se comprendre et que seul le dialogue permet de trouver des points communs sur des questions d'intérêt mutuel. Donald Trump accuse depuis des semaines le Venezuela d'avoir, selon lui, déversé des centaines de milliers de criminels sur les États-Unis. Caracas accuse de son côté Washington de prendre le prétexte du trafic de drogue pour imposer un changement de régime au Venezuela et s'emparer de son pétrole. Allez, culture est dans le cadre de la première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun qui prend fin d'ailleurs ce soir. Les projections de la compétition nationale se sont poursuivies ce mardi au théâtre de Verdure en présence des équipes de tournage et des membres du jury venus découvrir de nouvelles voies du cinéma émergent. C'est une énorme fierté d'être là dans ce festival avec sa première édition pour le court-métrage et d'être présent ici, pas en tant qu'acteur mais en tant que réalisateur qui fait son premier court-métrage. Je trouve que la stratégie qu'ils ont fait les organisateurs cette année, certes qu'il y a un programme assez chargé, mais c'est un programme assez différent et assez polyvalent et riche en couleurs. Nos films maintenant, ils atteignent vraiment les villes les plus reculées ici à Timimoun et on est vraiment très très heureux de faire découvrir nos films à ce public-là qui est venu en force vraiment. T'as bien vu, les salles sont remplies, le théâtre est rempli, ils viennent en famille, les parents, les enfants et tout, c'est incroyable. Le public est vraiment au rendez-vous, les moyens sont mis, les réalisateurs et les artistes présents sont extraordinaires, on a tissé des liens et donc c'est vraiment avec une très grande fierté que je représente mon film pour cette première session. Et toujours au sujet du Festival international du court-métrage de Timimoun, retour à présent sur les résultats de cette première édition avec le commissaire du festival qui a animé ce matin une conférence de presse, une rencontre qui a permis de revenir sur les temps forts du festival, la participation des cinéastes venus d'Afrique et d'ailleurs ainsi que sur l'accueil du public durant toute la semaine. La première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun dédié au cinéma africain s'est clôturée. Plus de 31 pays ont participé, faisant de cette édition un rendez-vous riche et international pour le court-métrage. Si l'on parle du bilan global, on peut dire que, en tant que commissaire du festival, nous avons fait de notre mieux pour que tous les films prévus soient projetés exactement comme programmés dans les cinémas et dans le théâtre en plein air de Timimoun. Plus de 61 films ont été présentés entre courts-métrages, documentaires, films algériens et films carte blanche. Tous les ateliers et activités parallèles ont été organisés autour de cette programmation, offrant une expérience complète aux participants et au grand public. Je vous assure, ce premier acte Timimoun Short Film Festival, mais il faut le garder. Et je pense que
les caméras du monde entier vont s'exprimer à travers ce festival élogieux du Timomon pour la fierté de toute la chaîne de création cinématographique. Et puis on termine avec un mot de sport, football. L'Algérie est en train de réaliser un nouveau succès à l'extérieur. La sélection algérienne, en effet, est en train de s'imposer face à l'Arabie saoudite sur le score de 2-0 à quelques minutes seulement du coup de sifflet final. Un match en préparation, bien entendu, pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Cette ultime confrontation s'est jouée à Jeddah, donc au stade du Prince Abdallah Al Faisal. Le match a commencé à 17h30 heure algérienne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.